Imaginez un froid matin d'hiver à Birmingham, Alabama. Un garçon de 9 ans avec des bottes rafistolées au ruban adhésif, assis sur un carton devant un hôpital. Il ne mendie pas, ne parle pas, mais il observe, et il affirme pouvoir faire marcher une petite fille paralysée. Folie ou miracle? Restez jusqu'à la fin pour découvrir une histoire qui va changer votre façon de voir le monde. Abonnez-vous à la capsule temporelle. Ce matin-là, à Birmingham, Alabama, l'air était glacial, mordant, mais pas assez pour la neige. Le froid était de ceux qui font danser votre souffle dans l'air, qui piquent les doigts et figent les joues. Sur la 7e avenue, devant le Children's Medical Center, une foule pressée allait et venait, emmitouflée dans des écharpes épaisses et des manteaux boutonnés jusqu'au menton. Les parents serraient des gobelets de café fumant, leur pas rapide comme s'ils pouvaient distancer les soucis qui les avaient conduits ici. Des médecins en blouse blanche passaient d'un bâtiment à l'autre, des infirmières échangeant des regards fatigués mais résolus, et les portes tournantes de l'hôpital ne cessaient jamais de pivoter, avalant et recrachant des vies en attente de réponse. Mais au milieu de ce tourbillon, une silhouette restait immobile, presque invisible. Assis sur un carton aplati, usé par la pluie et le temps, un garçon de 9 ans dessinait dans un carnet aux pages jaunies, son crayon grattant doucement le papier. Il s'appelait Ezekiel Carter, mais tout le monde l'appelait Zeke. Ses cheveux bouclés dépassaient d'un bonnet rouge tricoté, trop grand, qui glissait sur ses oreilles rougies par le froid. Son manteau, un vieux modèle kaki, était 2 tailles trop larges, les manches retroussées en épée bourrelée autour de ses poignets frêles. Une de ses bottes, usée jusqu'à la corde, était maintenue par des bandes de ruban adhésif argenté, brillant sous la lumière pâle du matin. À côté de lui, une petite bouteille d'eau à moitié vide et un sandwich enveloppé dans du film plastique, probablement donné par une infirmière compatissante. Zeke ne mendiait pas, ne parlait pas aux passants, ne demandait rien. Il se contentait d'observer, ses yeux sombres suivant les allées et venues, avec une intensité qui semblait trop grande pour un enfant de son âge. Il était là presque tous les samedis, une présence si discrète qu'elle en devenait familière. Au début, les gardiens de l'hôpital avaient tenté de le chasser, craignant qu'il ne dérange les patients ou ne cause des problèmes. « Allez, petit, tu peux pas rester là », avait dit un agent de sécurité, la voix plus lasse que sévère. Mais Zeke revenait toujours, avec son carton et son carnet, s'installant au même endroit, près des portes tournantes, sans jamais faire de bruit. Après quelques semaines, le personnel avait abandonné. Zeke ne dérangeait personne. Il répondait poliment quand on lui parlait, offrant un sourire timide mais sincère. Quand il ne dessinait pas des silhouettes ou des arbres dans son carnet, il observait. Toujours. Les infirmières chuchotaient entre elles. Il doit avoir un parent malade à l'intérieur. D'autres pensaient qu'il attendait un bus ou une voiture qui ne venait jamais. Personne ne posait trop de questions. Dans un endroit comme le Children's Medical Center, où l'espoir et le désespoir se croisaient à chaque coin de couloir, on apprenait à ne pas creuser trop loin. De l'autre côté de la rue, une Range Rover gris métallisé était garée à côté d'une borne d'incendie, son moteur tournant doucement, comme un murmure mécanique. À l'intérieur, Jonathan Reeves, un homme dans la fin de la quarantaine, restait immobile, les mains crispées sur le volant. Ses cheveux poivre et sel étaient soigneusement peignés, mais sa cravate desserrée et son col froissé trahissaient de son épuisement. Et il avait l'air d'un homme qui avait de l'argent. La carrosserie rutilante de sa voiture le criait, même sous les néons blafards de l'hôpital, mais ses yeux, cernés et fixes, racontaient une autre histoire, celle d'un homme qui s'efforçait de tenir, mais qui sentait ses forces s'effriter. À l'arrière, sur un siège rehausseur, sa fille, Isla, âgée de 6 ans, était assise, enveloppée dans une couverture rose ornée de licornes. Ses boucles brunes encadraient un visage pâle, ses grands yeux noisettes fixant un point invisible par la fenêtre. Elle ne parlait pas, ne bougeait presque pas. 6 mois plus tôt, un accident de voiture avait brisé sa vie. Un moment, elle grimpait aux arbres, riait en courant après ses cousins dans le jardin familial. L'instant d'après, elle était paralysée à partir de la taille, emprisonnée dans un silence qui semblait ne jamais devoir se briser. Jonathan ouvrit la portière arrière, son souffle formant des nuages dans l'air froid. Il souleva Isla avec une tendresse infinie, ses bras musclés mais doux, comme s'il craignait de la casser. Il ajusta la couverture sur ses jambes, vérifia que son bonnet était bien en place, puis marcha vers l'entrée de l'hôpital. Les portes tournantes avalèrent leur silhouette et il ne vit pas Zeke assis à quelques mètres de là. Mais Zeke, lui,
les remarqua immédiatement. Il vit la façon dont Jonathan portait sa fille avec une précaution presque désespérée, comme si elle était faite de verre. Il vit les yeux d'Isla, grands ouverts, fixant le ciel gris, évitant l'hôpital comme si elle pouvait échapper à ce qu'il représentait. Zek posa son crayon, son regard s'attardant sur eux, plus longtemps que d'habitude. Puis, juste avant qu'ils ne disparaissent dans le tourbillon des portes, il se leva, son carton craquant sous ses pieds, et lança d'une voix claire mais douce « Monsieur, je peux faire marcher votre fille à nouveau ?» Jonathan s'arrêta net, le poids d'Isla dans ses bras soudain plus lourd. Il ne se retourna pas tout de suite, comme si les mots devaient d'abord s'installer dans son esprit. Ce n'était pas l'offense ou la confusion qui le figea, mais la façon dont les mots avaient été prononcés, sans fanfaronnade, sans hésitation, avec une conviction absolue, presque surnaturelle pour un enfant. Il pivota lentement, ses yeux se posant sur Zik. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» demanda-t-il, sa voix basse, presque un grognement. Zik, immobile, son carnet serré sous son bras, répéta calmement « J'ai dit que je pouvais l'aider à marcher à nouveau. » Jonathan le dévisagea, ses bras se resserrant instinctivement autour d'Isla. Il détailla le garçon. Le bonnet qui glissait, le manteau trop grand, la botte rafistolée, les lunettes au verre fêlé pendues à son col par une ficelle, tout en lui criait la précarité, l'improbabilité. « C'est pas drôle, petit », dit Jonathan, sa voix tranchante. Zek ne scia pas. « Je ne plaisante pas. » Sa voix était ferme, dépourvue de l'arrogance ou de l'espièglerie qu'on attendrait d'un enfant. C'était une voix d'adulte, posée, ancrée dans une certitude qui déstabilisa Jonathan. Il secoua la tête, ravalant une réplique acerbe. « Tu ne la connais même pas, » dit-il, plus pour lui-même que pour Zik, en se dirigeant vers les portes. Mais les mots du garçon s'accrochaient à lui, comme des hameçons plantés dans sa peau. À l'intérieur de l'hôpital, pendant les heures qui suivirent, Jonathan navigua mécaniquement à travers les rendez-vous d'Isla. Les thérapeutes parlaient de progrès lent, les neurologues de gestion des attentes, les spécialistes de miracles qui prennent du temps. Des phrases qu'il avait entendues 100 fois, des mots vidés de sens par la répétition, mais dans un coin de son esprit, la voix de Zek résonnait encore. Claire et insistante, « Je peux faire marcher votre fille à nouveau. » Il essaya de l'ignorer, se concentrant sur les formulaires à remplir, les prescriptions à renouveler, mais elle revenait encore et encore comme une mélodie entêtante. En début d'après-midi, quand ils sortirent de l'hôpital, le soleil perçait timidement les nuages, mais le froid restait mordant. Jonathan portait Isla, son poids familier contre sa poitrine, et marcha vers la voiture. Puis il le vit. Zek, toujours là, assis sur son carton, son carnet ouvert sur ses genoux, mais ses yeux fixés sur eux. Pas un regard de curiosité ou de défi, mais une attente, comme s'il savait que Jonathan reviendrait. Jonathan hésita, ses pas ralentissant. Il baissa les yeux sur Isla, sa tête reposant sur son épaule, ses paupières closes, elle semblait si fragile, si petite. Il soupira puis se dirigea vers Zek. « Encore toi, marmonna-t-il, sa voix teintée d'exaspération. « Pourquoi tu dis un truc pareil ? Tu crois que c'est un jeu ?» Zek secoua lentement la tête, ses yeux sombres ne quittant pas ceux de Jonathan. « Non, monsieur. » Jonathan installa Isla dans son siège auto, ajustant la couverture sur ses jambes. « Tu ne sais rien d'elle, dit-il plus fort. Tu ne sais pas ce qu'elle a traversé, ce qu'on a traversé ?» Zek se leva, son carnet toujours sous son bras. « Je n'ai pas besoin de la connaître pour aider. » Jonathan se redressa, croisant les bras, sa posture défensive. « T'as quoi, 9 ans ? Presque 10 ?» Zik hocha la tête. « 9, presque 10 !» Jonathan pointa du doigt la botte rafistolée de Zik. « T'es un gamin qui traîne devant un hôpital avec du ruban adhésif sur tes chaussures. Qu'est-ce que tu pourrais savoir sur comment aider ma fille ?» Zik baissa les yeux, ses doigts effleurant le bord usé de son carnet. Sa voix, quand il parla, était basse, presque un murmure. « Ma mère aidait les gens à marcher à nouveau. Elle était kinésithérapeute, elle m'a appris des choses. Elle disait que le corps se souvient, même quand il oublie un temps. » Jonathan le fixa, un mélange de scepticisme et de curiosité, se disputant dans sa poitrine. « Donc quoi ? T'as vu ta mère faire quelques étirements et maintenant tu te prends pour un médecin ?» Zek leva les yeux, son regard clair. « J'ai vu ma mère aider un homme à marcher après 5 ans en fauteuil. Elle n'avait pas de machine, pas d'infirmière, juste ses mains, sa patience et sa foi. » Jonathan ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne vint. Il jeta un regard autour de lui. Une infirmière passa, lançant un petit signe amical à Zik.
Un concierge, balai en main, hocha la tête dans sa direction. Il le connaissait. Ce n'était pas un étranger pour eux. Jonathan fronça les sourcils. « Je ne te donnerai pas d'argent, dit-il comme pour tester le garçon. « Je n'ai pas demandé d'argent, répondit Zek, sans une once d'offense. Alors qu'est-ce que tu veux ?» Zig prit une profonde inspiration, ses petites épaules se redressant. « Juste une heure, laissez-moi vous montrer. » Jonathan regarda Isla qui avait maintenant ouvert les yeux et observait l'échange en silence, ses doigts serrant le bord de sa couverture. Il se frotta l'arête du nez, partagé entre l'envie de partir et une curiosité qu'il ne voulait pas admettre. « Je devrais m'en aller tout de suite, marmonna-t-il. Zig resta immobile, son regard ferme. « Je devrais appeler la sécurité, ajouta Jonathan, plus pour lui-même. Zig ne répondit pas. Finalement, Jonathan soupira exaspéré. « Bon, tu veux perdre ton temps, petit. Retrouve-nous à Harrington Park demain à midi. Ne sois pas en retard. » Zig hocha la tête, une seule fois, déterminé. « J'y serai. » Jonathan monta dans son SUV, démarra et partit sans un regard en arrière. Mais dans le rétroviseur, il vit Zek, toujours debout, ses petites mains le long du corps, son visage impassible. Ce soir-là, après le dîner, Jonathan était dans son bureau entouré de dossiers et de contrats qu'il n'arrivait pas à lire. Son esprit revenait sans cesse à Zek, à la façon dont il s'était tenu là, comme s'il portait un secret trop grand pour son âge. Isla entra dans la pièce, poussant son fauteuil roulant jusqu'au bureau. « Papa ?» Il se tourna, forçant un sourire. « Oui, ma chérie. » C'était qui ce garçon ? Jonathan marqua une pause, cherchant ses mots. « Juste quelqu'un qu'on a rencontré devant l'hôpital. » Isla inclina la tête, ses boucles tombant sur son épaule. Il avait l'air de croire que je pouvais marcher. Jonathan la fixa, un nœud se formant dans sa gorge. Elle esquissa un sourire, faisant marcher ses doigts sur la coudoir de son fauteuil, comme si elle imaginait des jambes. Jonathan ne sourit pas. Pour la première fois depuis des mois, quelque chose en lui s'éveillait, quelque chose de dangereux, quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Si cette histoire commence à vous toucher, abonnez-vous à la capsule temporelle et mettez un like pour soutenir des récits qui inspirent. Restez avec nous car ce n'est que le début. Harrington Park n'était pas le genre d'endroit où l'on s'arrête pour admirer le paysage. Un terrain de basket fissuré, des balançoires aux chaînes rouillées qui grinçaient à chaque mouvement, une pelouse clairsemée qui tentait désespérément d'être un terrain de foot le dimanche. À midi, le parc était souvent désert, les familles préférant les centres commerciaux ou les églises. Mais ce dimanche-là, Zik était là, fidèle au rendez-vous, assis sur un banc en bois usé près d'un grand chêne noueux. Il portait toujours son manteau trop grand, mais son carnet était rangé dans un petit sac de sport élimé posé à ses pieds. À côté, une serviette soigneusement pliée et une bouteille d'eau en plastique, légèrement cabossée. Ses bottes, toujours maintenues par du ruban adhésif, reposaient sur l'herbe jaunie et son bonnet rouge glissait légèrement, révélant une mèche de cheveux bouclés collée à son front par l'humidité matinale. À 12h07, le SUV de Jonathan s'arrêta le long du trottoir. Il ne dit rien au début, concentré sur la tâche de sortir Isla de la voiture. Il ajusta son fauteuil roulant, vérifia que la couverture rose était bien en place et le poussa vers le banc. Ses épaules étaient tendues, ses bras croisés, son regard évitant Zik, comme s'il regrettait déjà d'être venu. Zik se leva, son sac à l'épaule. « Bonjour », dit-il, sa voix polie mais assurée. Jonathan répondit par un hochement sec, presque mécanique. Isla, elle, leva une main timide, un petit sourire éclairant son visage pâle. « Salut », murmura-t-elle. Zek lui rendit un sourire chaleureux. « Salut, Isla. » Jonathan haussa un sourcil, surpris. « Comment tu connais son nom ?» Zek haussa les épaules. « Vous l'avez dit hier. Je me souviens des choses. » Jonathan ne répondit pas, son regard glissant vers la serviette pliée sur le banc. « Et maintenant, quoi ? Un tour de magie ?» lança-t-il, une pointe de sarcasme dans la voix. Zek ignora la pique, son calme imperturbable. « Non, monsieur. Juste les bases. » Il ouvrit son sac et en sortit un assortiment d'objets simples mais soigneusement rangés, une paire de chaussettes, en laine épaisse, une balle de tennis usée mais propre, un petit pot de beurre de cacao et un récipient en plastique contenant un tissu rempli de riz encore tiède au toucher. Jonathan plissa les yeux, perplexe. « C'est quoi tout ça ?» Zik répondit sans hésiter comme s'il avait expliqué cela des centaines de fois. « Ce que ma mère utilisait. Le riz chaud détend les muscles raides, la balle serre pour les points de pression, le beurre de cacao, c'est pour éviter les irritations si on travaille longtemps. » Jonathan croisa les bras plus fort, son scepticisme palpable. Zek se tourna vers Isla, s'agenouillant à sa hauteur. « Si c'est d'accord, je peux travailler sur tes jambes un peu ?»
Rien ne fera mal, promis. Si quelque chose te gêne, tu dis « stop, d'accord ?» Isla regarda son père, ses yeux cherchant une approbation. Jonathan soupira, frottant sa nuque. « Tu peux essayer, mais sois prudent. » Zik hocha la tête, sérieux. Il écarta doucement la couverture rose d'Isla, révélant ses jambes frêles, immobiles depuis des mois. Il plaça le paquet de riz chaud sur ses cuisses, ajustant le tissu pour qu'il épouse parfaitement la forme de ses jambes. Isla tressaillit légèrement, son corps réagissant à la chaleur. « Trop chaud ?» demanda Zek attentif. Elle secoua la tête, un petit sourire naissant. « Non, c'est agréable. » Zek attendit quelques minutes, laissant la chaleur pénétrer ses muscles, puis commença à bouger ses jambes avec une douceur infinie. Pas de mouvements brusques, juste des rotations lentes, de côté, de haut en bas, comme s'il réveillait quelque chose endormi. Jonathan observait, les bras toujours croisés, prêt à intervenir à la moindre erreur. Mais Zek était précis, méthodique, ses petites mains travaillant avec une assurance qui semblait défier son âge. « T'as déjà fait ça avant ?» demanda Jonathan, incapable de cacher sa suspicion. Zek ne leva pas les yeux, concentré sur les jambes d'Isla. « Ma mère m'emmenait dans des refuges après l'école. Elle aidait des vétérans, des gens qui n'avaient pas les moyens pour des thérapies. Elle disait « Tout le monde mérite de se sentir humain à nouveau. » Je portais son sac, j'observais, j'apprenais. Jonathan haussa un sourcil. « Et elle t'a appris ça ?»« Oui, » répondit Zek, tapotant légèrement le genou d'Isla avec son doigt. Elle disait que le corps n'a pas toujours besoin de machines ou de trucs compliqués. Juste d'attention, de patience. Il marqua une pause, tapotant à nouveau. « Tu sens ça, Isla ?» Elle secoua la tête, sa voix à peine audible. « Non. » Zek hocha la tête, imperturbable. « C'est pas grave, je continuerai à demander. » Il poursuivit, tout en parlant avec Isla, sa voix douce mais engageante. « C'est quoi ta couleur préférée ?»« Le rose, » répondit-elle timidement. « Et ton plat préféré ?»« Des macaronis au fromage ?» Zek sourit. « Les miens aussi. » Peu à peu, Isla se détendit, ses réponses devenant plus longues, ses yeux s'illuminant. Puis elle posa une question. « Tu vis près d'ici ?» Zek haussa les épaules. « Plus ou moins. »« Tu vas à l'école ?»« Avant, oui. »« Pourquoi plus maintenant ?» Il y eut un silence, ses mains s'arrêtant un instant sur ses jambes. « Ma mère est tombée malade, puis elle est partie. J'essaie de m'organiser depuis. » Isla baissa les yeux, ses doigts serrant sa couverture. « Je suis désolé. » Zek lui offrit un sourire triste mais sincère. « Merci. » Jonathan, qui écoutait en silence, sentit sa posture s'adoucir. Il y avait quelque chose dans la voix de Zek, dans sa façon de parler qui perçait ses défenses. Après une trentaine de minutes, Zek tapota doucement la cheville d'Isla. « Tu sens ça ?» Elle cligna des yeux, hésitante, un peu comme une pression. Zik regarda Jonathan, un éclat dans les yeux. « C'est bien. » Jonathan fronça les sourcils. Elle dit ça parfois pendant ses séances normales. Zik hocha la tête. « Oui, mais ces séances sont dans des salles pleines de machines, de bips, de lumière. Parfois, les enfants ont peur, ils se crispent. Ici, il désigna le parc, l'herbe, les arbres, le ciel gris mais ouvert. C'est différent. Il y a de l'air, de l'espace. Le corps respire mieux. » Jonathan ne répondit pas, mais il écoutait. Zek aida Isla à étirer ses jambes, puis lui donna des instructions simples, essayait de remuer ses orteils juste un peu. Elle s'appliqua à son front plissé par l'effort, mais rien de visible ne se produisit. Pourtant, elle ne semblait pas découragée. Zek se leva, essuyant ses mains sur son pantalon. « Je te montrerai encore la semaine prochaine. Ça prend du temps, mais tes muscles, ils se souviennent encore comment faire. Faut juste leur parler doucement. » Isla sourit, un vrai sourire, le premier que Jonathan voyait depuis des semaines. « D'accord. » Jonathan s'éclaircit la gorge, mal à l'aise. « On ne promet rien, dit-il, comme pour se protéger. » Zek hocha la tête. « Moi non plus. J'essaie, c'est tout. » Jonathan le fixa un long moment, puis, sans réfléchir, plongea la main dans sa poche et en sortit un billet plié de 20 $. Il le tendit à Zek. « Tiens. » Zek recula, secouant la tête. « Non, monsieur. Je ne veux pas d'argent. » Jonathan cligna des yeux, déconcerté. « Alors pourquoi tu fais ça ?» Zek haussa les épaules, un geste simple mais chargé de sens. « Parce que votre fille a souri. » Jonathan baissa les yeux sur Isla. Elle souriait encore, ses yeux pétillants fixés sur Zik. Il ne comprenait pas comment un garçon qui semblait n'avoir rien pouvait donner autant à une enfant qu'il connaissait à peine.
Si l'histoire de Zek et Isla commence à vous émouvoir, abonnez-vous à la capsule temporelle et mettez un like pour ne pas rater la suite. Cette histoire va encore vous surprendre. Le dimanche suivant, le ciel était plus doux, les températures moins mordantes. Zeke portait toujours son manteau trop grand, non pas pour se protéger du froid, mais parce qu'il lui rappelait sa mère. Elle l'appelait sa veste d'aide, disant que chaque guérisseur avait besoin d'un objet qui lui rappelait pourquoi il continuait. « Ça te garde ancré », murmurait-elle en lui ébouriffant les cheveux. Ce jour-là, Zeke était arrivé à Harrington Park à 11h45, fidèle à son habitude. Il avait étendu sa serviette sur l'herbe, aligné son matériel avec soin, le paquet de riz, la balle de tennis, le pot de beurre de cacao, une bouteille d'eau reposée à côté et un vieux thermos cabossé, rempli de thé chaud, trahissaient une touche de confort qu'il s'accordait rarement. À midi pile, le SUV de Jonathan s'arrêta. Isla, pour la première fois depuis des mois, souriait avant même que la voiture ne s'immobilise. Ses boucles rebondissaient alors que Jonathan l'installait dans son fauteuil, et elle fit un grand signe à Zeke. « Salut Zeke !» lança-t-elle, sa voix claire et joyeuse. « Salut, superstar !» répondit-il avec un clin d'œil. Jonathan, lui, semblait différent, toujours fatigué mais moins écrasé par le poids du monde. Il offrit à Zeke un petit hochement de tête, presque un signe de respect, bien plus que la semaine précédente. Zeke se mit au travail, reprenant la routine, le paquet de riz chaud sur les cuisses d'Isla, les étirements lents, les tapotements doux pour réveiller les nerfs endormis. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Isla s'impliquait davantage, ses yeux concentrés, ses doigts serrant les accoudoirs de son fauteuil, comme pour encourager ses jambes à répondre. « Peux-tu appuyer ton talon dans le sol ?» demanda Zeke, sa voix douce mais ferme. Isla ferma les yeux, son visage crispé par l'effort. Rien ne se passa, mais elle ne s'énerva pas. « C'est pas grave, » dit Zeke. « Parfois, ton cerveau doit chercher le bon chemin, comme si tu traversais une foule, faut juste être patient. » Jonathan, debout derrière eux, les bras croisés, semblait moins sur la défensive. Il faisait froid, mais il ne frissonnait pas. Il observait, absorbé par la scène, puis il parla, sa voix plus curieuse qu'accusatrice. « Pourquoi tu fais tout ça, Zeke ?» Le garçon leva les yeux, surpris par la question. « Parce que je me souviens de ce que ça faisait quand ma mère aidait les gens. Elle leur donnait l'impression d'exister, d'être important. Je veux faire pareil. » Jonathan hocha lentement la tête. « Tu penses à faire autre chose parfois ?» Zeke réfléchit, ses doigts tapotant la balle de tennis. « Parfois, mais ça me semble juste. » La séance se poursuivit et à un moment, Isla bougea ses orteils. À peine, un frémissement presque imperceptible, mais ils bougèrent. Jonathan se pencha, les yeux écarquillés. « Tu as vu ça ?» Zeke hocha la tête, un sourire discret aux lèvres. « Ouais, c'est un début. » Jonathan ne parla plus, mais il resta là, observant chaque mouvement, chaque mot échangé entre Zeke et Isla. À la fin de la séance, Zeke donna à Isla une consigne simple. « Essaie de penser à tes orteils ce soir, comme si tu leur parlais. Ils t'écoutent, même s'ils répondent pas encore. » Isla acquiesça, sérieuse. « D'accord. » Alors qu'il rangeait, Jonathan s'approcha de Zeke. « Où tu vas après ça ?» Zeke haussa les épaules, évasif. « Un peu partout. » Jonathan baissa la voix, son ton plus doux. « T'as un endroit où dormir ?» Zeke hésita, ses yeux glissant vers le sol. « Parfois. » Jonathan se frotta la nuque, mal à l'aise. « T'as déjà pensé à venir chez nous, juste un moment ?» Zeke écarquilla les yeux, incrédule. « Vous êtes sérieux ?» J'ai une chambre d'amis. Tu dérangerais personne. Zeke baissa les yeux sur ses bottes rafistolées. Vous êtes sûr que vos voisins diraient rien d'un gamin comme moi ? Jonathan eut un petit rire, le premier depuis longtemps. Vu ce que t'as fait pour ma fille, ils ont intérêt à se taire. Zeke ne répondit pas tout de suite, mais Jonathan vit l'hésitation dans ses yeux, puis une lueur d'espoir. Le lendemain matin, Zeke se tenait devant la maison de Jonathan, sur Crestview Drive, un sac à dos usé sur une épaule, une couverture roulée sous le bras. Jonathan ouvrit la porte en survêtement, une tasse de café fumante à la main. « Pile à l'heure », dit-il avec un sourire. Isla se précipita dans le couloir, son fauteuil roulant, glissant sur le parquet. « Zeke !» cria-t-elle radieuse. « Salut, superstar !» répondit-il, son sourire éclairant son visage fatigué. Jonathan s'écarta, ouvrant grand la porte. « Bienvenue à la maison. »
Si vous êtes captivé par l'histoire de Zeke et Isla, abonnez-vous à la capsule temporelle et mettez un like pour découvrir la suite de cette aventure incroyable. Partagez pour inspirer d'autres. Les jours suivants furent calmes mais lourds de sens. Zeke s'installa dans une petite chambre d'amis au bout du couloir, avec un lit simple au drap bleu clair, une lampe de chevet et un bureau en bois où il rangea son carnet et ses crayons. Il parlait peu, mais ses gestes étaient éloquents. Chaque matin, il retrouvait Isla dans le salon pour leurs étirements, utilisant les mêmes techniques simples qu'il avait apprises de sa mère. Il chauffait le paquet de riz au micro-ondes, vérifiait la température avec soin et guidait les jambes d'Isla avec une patience infinie. Elle progressait. Ses pieds bougeaient maintenant, pas de grands mouvements, mais des frémissements constants, comme si son corps se souvenait peu à peu de ce qu'il savait faire. Une nuit, alors que Jonathan faisait la vaisselle, il s'arrêta, les mains dans l'eau savonneuse, et se tourna vers Zeke, qui dessinait à la table de la cuisine. « Zeke, dit-il, sa voix grave mais douce, t'as déjà pensé à retourner à l'école ?» Zeke leva les yeux, son crayon suspendu. « Parfois. » Jonathan essuya ses mains sur un torchon. « T'es intelligent, tu sais. Tu pourrais aller loin. » Zeke inclina la tête, pensif. « Je veux aider les gens à marcher, comme ma mère. » Jonathan s'approcha, posant une main sur son épaule. « Alors on va trouver un moyen pour que tu y arrives. » Zeke sourit, un sourire timide mais sincère. « D'accord. » Ce soir-là, la maison des Rives n'était pas silencieuse. On entendait le cliquetis des crayons de Zeke, les rires d'Isla qui racontait une blague à sa tante au téléphone, le bourdonnement discret du lave-vaisselle. C'était le bruit de la vie, de l'espoir retrouvé. Quelques semaines plus tard, l'histoire de Zeke commença à se répandre. Une infirmière du Children's Medical Center, en promenant son chien à Harrington Park un dimanche matin, reconnut Isla. Elle ne l'avait pas vue hors de son fauteuil depuis des mois, encore moins sourire, soulever ses genoux, bouger ses orteils. À côté d'elle se tenait Zeke, le garçon discret qui traînait devant l'hôpital. Elle ne les interrompit pas, mais en rentra chez elle et en parla à sa sœur, qui travaillait dans les services aux patients. L'information circula d'abord en chuchotements, puis en conversations animées. Un kinésithérapeute aborda Jonathan à l'hôpital. « On m'a dit qu'Isla va mieux. C'est vrai ?» Jonathan hocha la tête, un sourire discret aux lèvres. « Oui, grâce à quelqu'un qu'on n'attendait pas. » La nouvelle se propagea comme une traînée de poudre. Le dimanche suivant, 2 familles attendaient à Harrington Park, près du banc sous le chêne. L'une avait un garçon de 8 ans qui utilisait un déambulateur, l'autre une adolescente se remettant d'un AVC. Et les parents avaient entendu parler du gamin qui aidait la fille des Reeves. Zeke regarda Jonathan qui lui rendit un regard interrogateur. « T'es pas obligé, dit-il doucement. Zeke ajusta la sangle de son sac. « Je veux le faire. » Il passa la matinée avec les nouveaux enfants, montrant aux parents comment utiliser la serviette pour des étirements, comment chauffer le riz, juste assez, comment encourager sans presser. Il parlait aux enfants avec une simplicité désarmante. « T'es pas cassé, dit-il au garçon avec le déambulateur. T'apprends juste une autre façon d'être fort. » Isla, assise dans son fauteuil, observait tout, un sourire aux lèvres. Elle ne se plaignit pas une seule fois de partager Zeke. Dans la voiture, sur le chemin du retour, elle dit « J'aime le regarder aider les gens. Ça me fait sentir que je fais partie de quelque chose de bien. » Jonathan la regarda dans le rétroviseur, son cœur se serrant. « Ouais, moi aussi. » Si cette histoire vous inspire, abonnez-vous à la capsule temporelle et mettez un like pour soutenir ces récits qui changent motion des vies. Partagez pour que plus de gens découvrent Zeke. Une communauté en mouvement. Les dimanches suivants, le parc se transforma. 5 familles se présentèrent la semaine d'après, puis 11. Un pasteur local apporta des chaises pliantes, un dîner du coin livra des bagels et du café. Quelqu'un imprima des flyers. Cours gratuit de mouvement, dimanche à midi, Harrington Park. Le nom de Zeke n'y figurait pas, mais tout le monde savait. Un reporter du Birmingham Sunday Post arriva avec une caméra et un carnet, attiré par les rumeurs d'un gamin miracle. Jonathan prit Zeke à part. « Ça te va toute cette attention ?» Zeke regarda autour de lui, les familles assises sur l'herbe, les enfants qui tentaient de bouger leurs membres, Isla riant avec une fille qui utilisait un déambulateur. « Tant que c'est pas à propos de moi, mais d'eux, » répondit-il. L'article parut en 2e page titré « Un garçon de 9 ans avec un don aide des dizaines de personnes à guérir dans un parc ».
Zek avait insisté pour qu'on ne donne pas son nom complet, mais les gens le découvrirent quand même. Un médecin local proposa de le mentorer, une association offrit du matériel, une professeure bénévole se présenta pour lui donner des cours. Zik, lui, restait le même. Il étendait sa serviette chaque dimanche, portait ses bottes rafistolées, vérifiait toujours avec Isla en premier. Mais le parc, autrefois silencieux, vibrait maintenant de rires, de murmures, de pas hésitants. Un garçon sans foyer était devenu le cœur d'une communauté. 9 dimanches côté aux îles s'étaient écoulés, 9 dimanches de progrès lent mais constant. Les genoux d'Isla se soulevaient plus haut, d'autres enfants faisaient leurs premiers pas. Ce 10e dimanche, l'air était plus doux, les arbres dansaient lentement sous une brise légère. Isla, dans la voiture, était inhabituellement silencieuse, concentrée, comme si elle sentait que ce jour serait différent. Une petite foule s'était formée à leur arrivée. Des familles, des thérapeutes, des curieux, tous réunis autour du banc sous le chêne. Zek déballa son sac, étendit sa serviette et lança un regard à Isla. « Prête ?» Elle hocha la tête, son visage sérieux, déterminé. Jonathan la poussa au centre du tapis, son cœur battant à tout rompre. Zek s'agenouilla devant elle. Comme avant. « On t'aide à te lever, tu fais le reste. » Jonathan se plaça derrière, ses mains sous les bras d'Isla, prêt à la soutenir. Zik guida ses jambes en place, ses mouvements précis, assurés. « D'accord, » murmura-t-il. « À 3. 1, 2, 3. » Jonathan la souleva. Zek stabilisa ses genoux et Isla se tint debout. Ses jambes tremblaient, ses bras aussi, mais elle tenait. La foule retint son souffle. Une fillette laissa échapper un petit cri. Une mère porta une main à sa bouche. Isla ouvrit les yeux lentement et sourit. « Je tiens debout. » Zik cligna des yeux, retenant une larme. « Oui, t'es debout. » Jonathan, figé, lâcha doucement ses bras. Elle resta debout. Il recula, les mains tremblantes. « Elle le fait !» Zek s'écarta légèrement. « Elle l'a toujours fait. » Puis Isla fit un pas, tremblant, puis un autre. Et parce qu'elle avait 6 ans, qu'elle était courageuse et ignorait la peur, elle fit un 3e pas, seule, avant de tomber dans les bras de son père. Il la rattrapa, riant et pleurant à la fois. « Tu l'as fait, » murmura-t-il, la voix brisée. « Tu l'as vraiment fait. » Isla se tourna vers Zik. « Tu avais dit que je le ferais. » Il sourit. « J'ai dit qu'on essaierait. » Ce soir-là, dans la cuisine, alors que Zik mangeait des céréales, Jonathan s'approcha. « Tu sais, t'as tout changé. Ma fille a marché aujourd'hui, pas grâce à un hôpital ou un médecin, mais grâce à toi, un gamin qui a rien, mais qui donne tout. » Zik baissa les yeux, gêné. « C'est ce que ma mère aurait fait. » Jonathan posa une main sur son épaule. « J'aimerais qu'elle ait vu ça. » Zik releva les yeux, sa voix douce. « Elle l'a vu. Je pense qu'elle voit tout. » Si cette histoire vous a bouleversé, abonnez-vous à la capsule temporelle et mettez un like pour célébrer des héros comme Zik. Partagez pour inspirer le monde entier. Conclusion. Il y a des gens dans ce monde qui n'ont ni diplôme ni richesse, mais qui portent quelque chose de plus précieux, du cœur, du courage et une raison de se lever chaque matin. Zik Carter, un garçon de 9 ans avec des bottes rafistolées, a transformé un parc ordinaire en un lieu de miracle, un pas à la fois. Si cette histoire vous a ému, partagez-la. Et si vous croisez un enfant comme Zik ou une fille comme Isla, dites-leur ceci. Vous comptez, vous êtes nécessaire.